Multiversix veut s'implémenter aux États-Unis, America. Mais cela dépend de deux choses, du résultat des élections présidentielles US et de l'argent des investisseurs, des VC et donc des levées de fonds. S'implémenter aux États-Unis fait partie, a priori, de la stratégie de Multiversix. Je vais traiter d'autres sujets également dans cette vidéo, notamment de la Trust Machine. Et en principe, c'est confirmé, P-Squared et Multiversix travaillent ensemble sur un produit sur la Trust Machine. Je vais aussi vous parler des mises à jour sur le protocole, sur le réseau Multiversix. Il y a plusieurs mises à jour qui doivent s'enchaîner. Et je terminerai en abordant le sujet du FUD, de la négativité parfois au sein de certaines personnes dans la communauté Multiversix. Et ce genre de choses, ça arrive généralement quand les prix sont bas et quand tout est émotionnel. Voici pour le programme. J'espère que tu vas apprécier. J'espère aussi que tu vas liker cette vidéo. J'espère que si tu n'es pas abonné, tu vas le faire. Si tu n'as pas activé les notifications, shame on you, active-les. Et si c'est pas déjà fait, rejoins-moi sur mes réseaux sociaux. Investi dans les cryptos, pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin et mon couteau. Avez-vous vu passer ce tweet de Benjamin Minkou? Les week-ends sont faits pour redoubler d'efforts en mode guerre, ça on a l'habitude. Je serai aux États-Unis pour les prochains jours. Puis je reprendrai l'avion pour vous rencontrer tous au X-Day de Munich. Ce tweet, Benjamin, il l'a fait le 26 octobre, sachant que le X-Day de Munich, c'est le 30 octobre. Le passage aux États-Unis de Benjamin, il a été très rapide, 1 ou 2 jours. Alors j'ai fait ce tweet. Est-ce que vous pensez que Benjamin va faire du tourisme aux États-Unis ou est-ce que c'est autre chose? À mon avis, c'est pas du tourisme. Et ça peut être pour différentes choses, mais j'ai des trucs en tête. Vous allez voir ça. Alors d'abord, un petit peu de divertissement. Et puis si vous appréciez ça, vous mettrez un like au passage. Benny est donc allé aux États-Unis, il était là-bas, sur le territoire US, United States of America. Et dans la nuit du 29 octobre, Benny et Elon Musk ont chacun fait un tweet similaire adressé à Jeff Bezos. Voici le tweet de Benjamin, respect à Jeff Bezos, et le tweet d'Elon Musk, félicitations à Jeff Bezos. C'est des tweets au sujet d'une tribune qu'a publié Jeff Bezos dans son propre média, le Washington Post, au sujet de la perte de confiance des gens, du peuple, envers les médias mainstream. Et c'est une sorte de mea culpa. En fait, c'est parce que les médias mainstream sont peut-être pas très crédibles, parce que eux-mêmes peuvent dire des choses qui sont fausses, voire carrément des fake news. Et au bout d'un moment, la confiance s'étiole. Donc là, il est question de trust, de confiance. Benjamin et Elon Musk ont grosso modo le même tweet, et Benjamin a tweeté 41 minutes avant Elon, au moment où Benjamin est aux États-Unis. Alors c'est juste marrant, je trouve, le hasard des coïncidences. Encore une fois, c'est pas la première fois, vous le savez. Et je ne sais pas s'ils se sont captés, mais ils émettent sur la même fréquence. Et là, si vous avez pas remarqué, je fais un petit jeu de mots. Je fais ça pour le divertissement, n'y prêtons peut-être pas trop d'attention, mais ce serait dommage de passer à côté. Je trouve ça amusant. Poursuivons avec le Full Chart Podcast, le podcast de Multiversix. Et à un moment, il est question des États-Unis à 1h40, US and how to win. Les États-Unis et comment gagner. Et dans ce passage, on apprend que Multiversix souhaite s'implanter aux États-Unis. Mais ça dépendra, c'est ce qu'on comprend dans leur discussion, de qui sera élu président ou présidente. Et donc, de l'orientation que va prendre les États-Unis sur la régulation des crypto-monnaies. Il est notamment évoqué le fait dans le podcast qu'il ne faudrait pas terminer en prison en allant aux États-Unis et du coup en étant sous la juridiction des États-Unis. Ça peut être une prise de risque. Et avant de s'implanter aux États-Unis, ils veulent être sûrs de la réglementation à venir. Donc ça dépendra des élections. Mais il y a aussi un deuxième point, c'est que l'implantation aux États-Unis dépendra aussi de l'argent des VC. Benjamin a même eu cette phrase en parlant de l'option de s'installer aux États-Unis. Il a dit « Puis-je mettre 100 millions de dollars pour appuyer sur ce bouton rouge ?» Parce que s'ils doivent s'implanter aux États-Unis, il faudra de l'argent pour se faire connaître, activer tout plein de choses, le marketing, etc. Et puis ça coûte aussi de l'argent de s'implanter, d'avoir des bureaux sur place. Donc il faut l'argent des investisseurs. Et pourquoi s'installer et s'implémenter aux États-Unis, c'est crucial dans une stratégie pour faire adopter sa blockchain? C'est parce qu'une fois que vous êtes aux États-Unis, vous avez de la visibilité dans ce pays, vous avez de la visibilité ensuite dans le reste du monde. Et plutôt que de faire des efforts marketing pour faire connaître sa blockchain dans tel pays, à droite, à gauche, autant tout miser sur les États-Unis et derrière tout le monde sera au courant. Donc voilà de quoi ils ont discuté et l'implémentation aux États-Unis, c'est quelque chose de très sérieux. Alors est-ce que ça va se faire? J'ai l'impression qu'ils travaillent bien en ce sens. Et au sujet des 100 millions de dollars pour appuyer sur le bouton rouge, comme le dit Benjamin, ça évoque en moi, à nouveau, cette interview pour le Crypto Daily, dans laquelle
Benjamin parlait d'investisseurs US. Alors ça me semble un peu cohérent. Écoutons ça. All the institutionals, it's funny and interesting to see them. The biggest one from the US, for instance, I had conversations here at Proof of Talk, being aware of what we're doing with a precision that is better than I've seen in most casual conversations, even with crypto people. Donc voilà, clairement, il y a des contacts qui ont été établis avec les plus gros institutionnels des États-Unis. Donc rétrospectivement, quand on écoute certains passages du podcast US and How to Win, j'ai l'impression qu'il y a une stratégie qui est en train de se mettre en place. Et quand Benjamin fait un petit tour en avion pendant 1 ou 2 jours aux États-Unis, à mon avis, c'est pas pour faire du tourisme, si vous voyez où je veux en venir. Maintenant, je vais passer à un autre passage du podcast de Multiversix, dans lequel Benjamin parle de ce qui l'empêche de dormir la nuit. Et c'est en fait l'utilisation de la blockchain comme contre-force pour faire face à la puissance de l'IA. Et ça me fait penser à la Trust Machine, dont on sait encore très peu de choses jusqu'ici. Et donc moi j'essaye quand même de vous informer avec les petites informations à droite à gauche. J'essaye de rassembler tout ça en quelque chose de cohérent. Écoutons un petit passage. It almost, even without us building a product, without us stating anything about the product, it's so clear that having this all-powerful genie, in some sense, will require a counterforce. You mean here the genie being the AI and the counterforce being the blockchain? Exactly. À un moment, Benjamin il dit, même en dehors du fait du produit que nous construisons nous, l'IA, ce sera le use case, le cas d'utilisation le plus important pour la blockchain étant un contre-pouvoir. Il parle même de kill switch, de court-circuit, de contre-force. Et en fait, le produit qu'ils sont en train de construire, c'est donc la Trust Machine, même si c'est dit au coin d'une petite phrase comme ça. Et très récemment, le 28 octobre, Robert Sassou a fait un tweet qui parle de la Trust Machine, en disant que tout le monde va utiliser l'IA, ça devient une réalité, ça devient même, au fur et à mesure, une vérité, parce qu'on va faire confiance à ce que va nous dire l'IA sans vérifier derrière. Et ça peut devenir inquiétant. Il faut rendre l'IA responsable. Et comment le faire? C'est en utilisant la blockchain. La Trust Machine, c'est incontournable. La Trust Machine, c'est une obligation. Multiversix est en train de construire ça. Vu que j'ai coté une vidéo de DB Crypto, il m'a répondu en me disant la Trust Machine, c'est pas juste une idée, c'est une nécessité. Et je suis d'accord. Mais ce passage de sa vidéo, comme je lui ai dit, ça me fait me rappeler les mots de Grigore Rosu, le boss de Runtime Verification, la même équipe qui doit construire la sovereign chain P-Squared. Grigore Rosu disait que les gouvernements ne seraient jamais capables de réguler l'IA, il n'y avait aucune chance, et qu'il n'y avait que la blockchain qui pourrait apporter une solution. La blockchain, ça pourrait être ce kill switch, ce coupe-circuit. En tout cas, c'est ce que je comprends à travers les mots de Grigore Rosu. C'était lors du X-Day 2023, l'année dernière, et je vais vous passer l'extrait. I think the mass adoption and also the integration of blockchain and AI ML that will push crypto to the next level. Because we can think of AI ML as searching for solutions to problems that we propose, humans. We can propose these problems as claims on the blockchain, and AI can search for the solution and present it, and the blockchain verifies it. So don't trust the AI, we verify it. Actually, I don't see any other way to regulate the AI ML except through the blockchain. The regulators, the human regulators, are not even able to regulate the blockchain. They have zero chance to regulate AI, absolutely zero chance. The only way, in my view, to regulate AI will be through blockchain, by enforcing AI to give you solutions that are verifiable on the blockchain, completely automatically. Ce qui est très intéressant là dans ce qu'il nous dit, c'est son point de vue à lui, mais pour réguler l'intelligence artificielle, on va avoir besoin d'une sorte de trust machine qui va utiliser la technologie de la blockchain. L'IA et la blockchain vont devoir se combiner bientôt. Il va falloir réguler l'IA. Le régulateur va avoir besoin d'outils pour le faire. On va avoir besoin de vérifier ce qui est vraiment vrai. Alors on sait que Multiversix, c'est une blockchain qui est assez proche des régulateurs. Je vais pas partir sur de la spéculation et des hypothèses. On verra bien, mais j'ai pas vu beaucoup d'autres blockchains travailler sur ce problème-là. Donc qui d'autre pourra apporter la solution? Je ne sais pas, mais Multiversix et Runtime Verification travaillent sur une solution, la Trust Machine. Alors récemment, il y a eu des inquiétudes comme quoi P-Squared peut-être ne travaillerait plus avec Multiversix, il préférerait aller sur Ethereum. J'ai vraiment l'impression que non. J'ai vraiment l'impression qu'il travaille bien avec Multiversix, et notamment concernant la Trust Machine. D'ailleurs, quelque chose aussi qui corrobore cela, c'est ce tweet de Robert Sassou. On était en décembre 2023, à la suite d'un de ses tweets, qui était assez technique, qui parlait des inscriptions et tout ça, c'est un peu complexe. La tech, je ne suis pas expert, mais j'avais cru comprendre quand même quelque chose. C'est que le ZK Rollup universel construit par P-Squared, plus les inscriptions sur la blockchain, donc la blockchain qui servirait à faire du storage, de garder les choses en mémoire, ces deux choses-là combinées, ce serait ça la Trust Machine. J'ai bien dit à Robert Sassou que j'étais pas sûr de bien comprendre,
j'avais l'impression de comprendre ça, mais je lui ai demandé confirmation, parce que moi, j'ai pas de bagage technique. Et il m'a répondu clairement que oui, c'est bien ça, le ZK Rollup plus les inscriptions, ça donne la Trust Machine. Lorsque la validation du rollup est directement intégrée au protocole, c'est la Trust Machine, et ce sera le cas sur Multiversix. Donc ça aussi, c'est quand même bien une confirmation que P-Squared travaille bien avec Multiversix sur la Trust Machine. C'était en décembre 2023, mais j'ai l'impression qu'on a une nouvelle confirmation récente, parce que Grigory Rossou lui-même m'a répondu. Déjà, il a liké cette vidéo, je vous le montre ici, Grigory Rossou, c'est bien lui, il a liké. P-Squared, eux-mêmes, ils ont liké cette vidéo. Grigory Rossou m'a dit merci d'avoir déniché cette vidéo, je l'avais complètement oublié, mais oui, je soutiens fermement que la blockchain est notre voie à suivre pour garder l'IA sous contrôle. P-Squared également m'a remercié. Ils ont aussi retweeté sur leur compte ma vidéo, dans laquelle Grigory Rossou parle, sans le dire de manière frontale, mais il parle de la Trust Machine qu'ils sont en train de construire avec Multiversix. Alors voilà, je fais mon taf, et je vous confirme bien, en principe, vu ces récents tweets, P-Squared travaille toujours avec Multiversix, non seulement sur la Sovereign Chain, mais aussi sur la Trust Machine. C'est mon interprétation, et j'essaye au mieux de vous informer et de mériter les likes sur mes vidéos. Maintenant, je vais passer aux développements qui sont faits sur Multiversix. Alors j'ai vu passer cette petite infographie qui montrerait que du côté de Multiversix, il y a une grosse activité de développement en croissance, plus 2560%. Je ne sais pas bien de quand ça date, sur quelle période. Ici, il y a marqué le 11 septembre 2024. Bon, à la limite, c'est anecdotique, peu importe. Ça me sert surtout de transition pour vous parler de la mise à jour Spica qui doit encore être implémentée. Il y a eu des retards parce qu'ils ont déniché quelques failles et ils ont apporté des correctifs. Spica devrait être live prochainement sur le testnet. Par la suite, il devra y avoir une autre mise à jour qui s'appelle Barnard. Alors c'est assez technique, je comprends pas tout. Je ne sais pas forcément tout ce que ça va impliquer. Ensuite encore, il y aura Andromeda. Avec cette mise à jour là, ça va améliorer la finalité d'au moins 2 fois. Donc les 6 secondes de finalité devraient passer à 3 secondes. Il y aura une mise à jour V1 pour les Sovereign Chain pour faire progresser le SDK. Ensuite, ce sera Supernova. On se croirait dans Dragon Ball. Kamehameha. Non, je déconne. En tout cas, Supernova, ce sera la sortie la plus attendue des 3 dernières années, avec une finalité en dessous de la seconde. Là, les transactions devraient être très rapides. C'est même 0,6 secondes. Alors, on n'a pas de date. Ils avancent parallèlement sur chaque mise à jour. On peut peut-être espérer Andromeda pour le début de l'année prochaine, Supernova courant de l'année. Mais à ce jour, je ne peux pas vous dire quand. Dans les publications qui sont faites aussi chaque semaine sur leurs avancements, on voit que ça continue de bosser sur le bridge et sur les sovereign chain, notamment les transactions cross-chain, donc sur l'interopérabilité. Il y a eu ce long tweet de Robert Sassou dans lequel il parle de tout ce qu'ils ont déjà accompli. La liste est longue. Il parle de la sortie de Spica. On va passer sur des formats de tokens ESDT dynamiques, ce qui permettra des évolutions et des cas d'usage pour les builders dans le domaine des jeux vidéo, de la billetterie, des NFT. Parmi les autres choses à venir, il y a différentes choses. Ici, vous pouvez voir ça à l'écran. Vous faites pause et vous lisez. Mais on nous reparle du Zero Knowledge de Runtime Verification. Et ça concerne la Trust Machine. Il nous parle bien de P-Squared. Donc, ils bossent toujours ensemble. Il n'y a plus de doute. Les 100 000 TPS, l'amélioration de la finalité, des transactions plus rapides. Il nous parle des Sovereign Chain comme couche d'interopérabilité, une configuration multi-virtual machine avec des paiements et des règlements entre différents écosystèmes. Sur Ethereum, sur Bitcoin, sur Cosmos, Solana, Polygon et d'autres écosystèmes encore. Il nous parle aussi du stockage linéaire sur la virtual machine. Alors là, ça peut aussi peut-être me faire penser à la Trust Machine. Je vous ai parlé du storage tout à l'heure. Bon, après, je suis pas dans la tech, je ne comprends pas tout. Mais il nous dit aussi que parmi toute cette longue liste, toutes les améliorations, il n'a pas parlé des centaines de choses également qui arrivent pour chacun des autres produits. Donc que ce soit Xmoney, que ce soit Xportal et les autres produits. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Et j'ai l'impression, ça me fait l'impression, qu'il garde beaucoup de choses sous le coude en attendant le bon moment, le bull run. Il faudrait générer de la hype intelligemment, au bon moment, quand les gens s'y intéressent. C'est l'impression que j'ai. C'est une concentration des efforts. Et du coup aussi une concentration du marketing. En parlant du marketing, parlons d'Adam Bates, qui s'est rendu en Corée du Sud. Et comme vous pouvez le voir ici, il a voyagé en business class. Alors je vais pas aller longuement dans les propos et les discussions, mais ça a généré de la polémique le fait qu'il soit en classe business. Notamment de la part de Romsty. Je vous la fais en gros. Oh mais c'est inadmissible! Ils utilisent l'argent des investisseurs pour voyager tranquillement en business. Puis c'est aussi avec des relents de « Ils nous dumpent à la gueule! C'est un rug! C'est un scam !» Bon, sans aller jusque là, je caricature évidemment, mais il y a un petit peu ça souvent qu'on peut voir passer ces derniers temps à travers les messages sur X. Si vous y êtes, vous savez de quoi je parle. Et il y a eu des longues discussions, donc je vais pas tout vous dire. Vous devez y être pour tout comprendre. Je vous résume. Mais là, ce que dit Robert Sassou, c'est que pour des longs voyages comme celui-là, il y a le jet lag quand même. Il y a un petit décalage horaire, il y a le temps de vol. Faut pas qu'il arrive avec la tête dans le cul pour des rendez-vous importants. Vous avez sûrement déjà pris l'avion. Peut-être que vous savez
savez ce que c'est d'être pendant 11-12 heures serré dans un avion. C'est pas la meilleure des stratégies pour être en forme derrière. Et puis pendant ces longs vols, l'équipe travaille également. Robert Sassou, il a aussi dit que la plupart du temps, ils ne voyagent pas en business, c'est seulement quand c'est stratégique. Et qu'ils font attention à leur budget. Ils essayent de dépenser le moins possible et même de négocier avec les compagnies aériennes. Mais finalement, il y a une certaine vérité, c'est que quand le prix est bas, le prix de l'EGLD, les gens attaquent sur n'importe quel truc. Et pour vérifier ça, faisons une petite simulation. Imaginez, l'EGLD est à, je sais pas moi, $300, $500, $1000, ce que vous voulez. Mais le prix serait haut. Vous pensez que quelqu'un en aurait quelque chose à foutre que Adam Bates voyage en business à ce moment-là? Je pense que tout le monde s'en battrait les couilles. Donc finalement, ces réactions négatives sont plus dues au prix qu'à ce que fait la team de Multiversix. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Et ces derniers temps, on a aussi souvent vu des discussions autour du fait que des EGLD étaient transférés sur des exchanges, sur Binance. Et Foudre ici répond à ça. L'envoi, par exemple, de 10 000 EGLD sur Binance, ça veut pas forcément dire qu'ils vont les vendre. Et il peut y avoir plein d'explications à ça. Même si, évidemment, le fait de les vendre, ça peut être une explication. Mais il y en a d'autres. Binance, par exemple, peut servir d'intermédiaire OTC pour la levée de fonds, ou plutôt les levées de fonds qui sont en cours. Je vous parlais de ça un peu plus tôt, il y a des investisseurs, apparemment, il y a des levées de fonds. Et pendant cet été, je vous avais dit que s'il devait y avoir des VC qui devaient venir pour mettre de l'argent, financer Multiversix, derrière, il faut qu'ils aient des coins EGLD. Il y a deux façons de faire. Soit il faut émettre de nouveaux coins, et ça, ce serait pas une bonne chose, ça c'est sûr qu'il faut pas le faire. Ou alors, il faut que la fondation Multiversix transfère ses coins à ses VC. Et ça peut se faire notamment par Binance en OTC. Mais il peut y avoir encore d'autres raisons. Il peut aussi s'agir d'un besoin pour les market makers d'assurer une bonne liquidité sur le GLD, ou lutter contre des market makers qui manipulent le prix. Ça peut être des mouvements comptables, ça peut être plein de choses en fait. Mais à chaque fois, comme le dit Foudre, il y a des petits tweets qui disent « Oh, encore 10 000 EGLD, encore 20 000, encore 5 000 qui sont envoyés sur Binance », en laissant entendre que c'est pour dumper à la gueule des investisseurs, du retail, de vous et moi. Mais je pense qu'il y a trop de gens dans cet écosystème qui confondent les rugs sur des mêmes coins et puis les vrais projets qui build. Et il y a plein de gens qui mettent tout ça dans le même sac en appelant ça un scam. C'est parce que la plupart des gens manquent de connaissances, manquent de discernement et ne cherchent pas bien loin. Et puis peut-être aussi ils sont influencés par leurs rumeurs et par le prix. Alors là, encore un tweet de Solver. Oh, encore 28 000 EGLD qui sont envoyés sur Binance. Je vous dis, c'est ça régulièrement depuis plusieurs semaines. Benjamin, il y a répondu en disant, parlons franchement, il n'y a pas grand chose à voir ici. C'est des transactions, c'est transparent, c'est sur la blockchain, tout le monde peut le voir. Pas comme si c'était pour cacher quelque chose. Et c'est comme ça que ça fonctionne. La fondation Multiversix a des EGLD, c'est pour se faire développer et avancer l'écosystème. On le sait depuis le départ, c'est comme ça que ça fonctionne dans le monde des cryptos. Il y a des financements, il y a des ICO, et la team garde une part de la tokenomics. Elle s'en sert pour développer son projet, l'écosystème, le réseau, payer des employés, etc. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret là-dessus. Benjamin aussi a fait un autre tweet en montrant une réponse de Vitalik à ce même type d'accusation, parce que ça concerne aussi Ethereum. On leur dit qu'ils sont en train de dump sur les crypto bros. Alors Vitalik il a répondu, j'ai vendu aucun ETH, je hold. Et là on lui dit, et concernant la fondation Ethereum, vous nous dumpez pas à la gueule? Et il a répondu, bro, la fondation Ethereum, elle sert à payer les chercheurs, les développeurs, etc. à faire des avancées sur le réseau. Et oui, c'est vrai pour Ethereum, c'est vrai pour Multiversix, et c'est vrai pour toutes les fondations. Et comme je vous le dis, j'ai l'impression que le retail ne réfléchit pas beaucoup. Comme le dit dans ce tweet Robert Sassou, ils comprennent bien la frustration des gens à cause de l'action de prix quand le prix est bas, évidemment. Mais d'un autre côté, quand il y a tout ce FUD, quand il y a toutes ces critiques qui sont même pas spécialement fondées, mais c'est de la suspicion généralisée et un esprit négatif, c'est pas non plus bon pour la team de Multiversix, pour les développeurs, pour les gens qui travaillent sur le produit. Et donc, pour toute la team, ça donne pas envie d'être forcément sur X, sur Twitter, parce qu'ils n'ont pas besoin de ça, cette stupide énergie négative lorsqu'ils se donnent à fond. Ils aiment bien avoir des retours, des critiques qui peuvent être constructives, mais quand c'est purement négatif, ça sert à rien, c'est pas utile, ça ne fait pas progresser. Et ce genre de choses, je le sais moi-même, parce que je travaille énormément, et puis il y a quand même toujours un connard pour mal me parler, et puis critiquer, alors que lui, il branle rien, il construit rien, il ne sait pas ce que c'est de travailler autant. Donc je comprends totalement ce message. Il s'agirait d'être constructif, d'essayer de faire progresser la blockchain. Si vous avez des bails, en plus, à quoi ça sert d'être dans la négativité tout le temps? Soyez plutôt dans la construction. Si vous pensez que des choses pourraient être améliorées, faites-en part directement à la team, ils sont complètement ouverts à ça. Et je vais terminer là-dessus, sur Lucian Minkou, qui a terminé aux urgences, avec une fièvre à 40 degrés. Pourquoi? C'est parce que notamment, sur les 2 dernières semaines, il a travaillé
de manière intensive, il a repoussé les limites, tant sur le plan de la productivité que sur le plan physique. Tout cela pour de beaux résultats qui seront dévoilés au moment opportun. Peut-être que ça concerne la Trust Machine, peut-être que ça concerne les investisseurs aux États-Unis, l'implémentation aux États-Unis, je sais pas, peut-être encore plein d'autres choses. Mais en tout cas, ils bossent, et des fois, c'est au détriment d'eux-mêmes et de leur santé. Et l'énergie négative sur les réseaux sociaux, je pense que ça n'améliore rien, en tout cas pour le mental. Donc, souhaitons-lui un bon rétablissement et insufflons une énergie plus positive dans la communauté Multiversix. Puissent les élections US être favorables à l'écosystème crypto? Ça dépendra probablement des résultats des élections. Mais une fois que les choses seront claires, Multiversix pourrait s'implanter aux États-Unis. En tout cas, c'est la volonté, mais ça dépendra aussi de l'argent des VC. Avec beaucoup d'argent, il sera bien plus simple de faire connaître la blockchain Multiversix aux États-Unis et donc dans le monde entier. C'est ça aussi le War Mode. À côté de ça, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de doute. P-Squared travaille bien avec Multiversix sur la Trust Machine. En plus de ça, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'autres projets qui travaillent sur un produit de ce type. Donc ça peut être banger si ça aboutit et ça fera une très belle publicité à Multiversix. Ce sera un produit unique que personne d'autre n'aura et qui sera en plus absolument nécessaire. En termes d'avantages compétitifs, vraiment je vous dis ça peut être banger ce truc. On a des améliorations à venir sur le réseau, sur le protocole et la Trust Machine pour être mise à jour et dévoilée, ça dépendra sûrement de l'implémentation de ces mises à jour. Et pour finir, justement, mettons fin à la négativité, aux critiques gratuites et non constructives au sein de la communauté. Quel est l'intérêt de faire ça? Et essayons de comprendre que ça n'aide en rien le projet, ça n'aide en rien la team de Multiversix. Soyez constructifs, mettez-moi des likes par exemple, chacun peut build à son niveau, également en s'abonnant, en activant les notifications et en me suivant sur mes réseaux sociaux.